je voulais vous remercier vivement de m'avoir invitée à cette journée d'études interdisciplinaires. Alors moi, je viens d'un horizon un peu différent du vôtre, je pense, je viens de la psychologie. Je je voilà, je fais de la psychologie, je suis maître de conférences en psychopathologie clinique, HDR à l'université de Tours. Donc je suis spécialisée en santé mentale, en psychothérapie, plutôt d'orientation cognitivo-comportementale pour ceux qui connaissent. Aussi, spécialisée en thérapie à médiation corporelle. Alors, tout ce que vous avez pu raconter par rapport, au corps et ce qui va se raconter m'intéresse vivement. Je suis sinon psychologue clinicienne, donc je travaille également en libéral, donc enseignant-chercheur et psychothérapeute. Spécialisée aussi en psychologie de la santé somatique, et je mène des recherches sur les relations entre le corps et le psychologique. Voilà ce qui m'a amenée à concevoir, des dispositifs cliniques, à visée psychothérapeutique à l'intention de populations, en souffrance physique et ou psychologique, par exemple des douleurs chroniques et d'où donc mon intérêt, porté au corps en psychologie et en général. Alors, je vais donner la parole donc à 3 intervenants pour cette table ronde donc qui va porter sur le contrôle des corps par les autorités numériques. Donc 3 intervenants qui vont nous renseigner sur la manière dont le corps, enracine la présence de l'homme au sein du monde, à notre époque, dans un cadre, paradigmatique, particulier qui est celui du numérique. Et pour commencer, donc je vais donner la parole à Fabienne Martin-Juchat, qui va nous parler d'anthropologie du corps. Puis dans un second temps, nous écouterons Laurent Chaumel, qui est doctorant CEMTI, qui va nous parler de neurosciences affectives, en évoquant les travaux d'Antoine Damasio. Et la troisième intervention sera celle d'Adrien Péguineau, qui est également doctorant, qui va nous parler de quantification et d'évaluation. Puis, donc chaque intervenant va parler pendant un quart d'heure. Je vous demande de réserver vos questions pour la partie finale, pour le débat, qui devait démarrer à midi, mais on a à peu près 10 minutes de retard, donc ça sera à partir de 12h10 jusqu'à 12h30. Puis nous ferons une pause entre 12h30 et 14h. Donc je laisse la parole pour commencer à Fabienne Martin, qui est professeure d'université à Grenoble, que je laisse se présenter plus amplement si elle le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, tout va bien. Et également, alors attendez, j'ai mis ma vidéo. La vidéo marche aussi, ça va? Je ne me vois pas, donc oui, c'est bon. OK. Donc déjà, vraiment merci beaucoup Sophie GL pour cette invitation. Donc, je ne savais pas exactement comment aborder mon propos et j'avais préparé une intervention et finalement, je crois que je ne vais pas présenter ce que j'avais prévu. C'est toujours difficile quand on intervient comme ça dans une journée d'études, surtout que j'aurais aimé savoir un peu plus ce qui est dans la salle en fait. J'avoue que je suis un peu gênée. Donc si vous pouviez m'en dire un peu plus sur qui nous écoute, est-ce que c'est des doctorants, des chercheurs? Donc Sophie… Le public est divers, si vous voulez, puisque notre sujet rassemble l'intérêt à la fois d'étudiants, de doctorants, d'artistes, hein, d'auteurs qui sont présentes, et puis de chercheurs. Hein, donc, voilà, le public, il est à l'image des intervenants, je dirais. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, à l'écoute de vos interventions, hein, qui étaient vraiment passionnantes, voire même la richesse en fait des expérimentations là, des doctorants. Moi, j'avais envie finalement de vous dire où j'en suis hein, de toutes ces questions-là. Donc, en effet, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à Grenoble. Et ça fait maintenant bien une trentaine d'années que j'essaye d'avancer, pas toute seule, hein, on est quand même nombreux à travailler sur ces questions-là, sur comment appréhender, alors d'un côté, ce que la société fait au corps, donc ça a été déjà présenté dans l'introduction, hein, toute la problématique du corps dressé, du corps redressé, la question
du corps performant, la problématique du capitalisme, de la marchandisation. Et puis de l'autre côté, ce que les individus font de leur corps, individus et puis également collectifs. Donc, quels sont les nouveaux dispositifs qui sont construits par des acteurs pour questionner la question du corps, de leur propre corps ou le corps des collectifs. Et c'est vrai que depuis maintenant un certain nombre d'années, j'essaye de travailler sur à la fois approfondir au niveau théorique le rapport entre la corporéité, la subjectivité, la question ça a beaucoup été présenté tout à l'heure, comment la narration, le fait de se mettre en récit ou de mettre en récit fait travailler le corps. Et puis également la question quand même centrale qui est finalement face à des écrans ou des médiations. Le smartphone, quel type d'expérience corporelle et affective et émotionnelle propose-t-on quand on est face à des dispositifs numériques, que ce soit les dispositifs classiques, les médias, et maintenant, tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui, et puis demain des situations d'immersion virtuelle, d'immersion sensorielle. Donc, en vous écoutant, je me suis dit, bon, comment je peux me présenter où j'en suis aujourd'hui? Alors déjà, peut-être dire un peu qui je suis. Donc, c'est vrai que moi, ma manière de faire de la recherche en anthropologie, ça a toujours été de co-construire avec différents types d'acteurs des dispositifs. Donc, j'ai travaillé avec des artistes, des danseurs, dans le théâtre. Là, actuellement, je coopère à nouveau à Grenoble avec l'Hexagone. On a tout le collectif Art Science sur un cyber-opéra visant à questionner les territoires, les terres rares, à la fois les terres rares extimes et les terres rares intimes, comment dire, pour faire écho avec mon dernier ouvrage sur les territoires de l'intime et la problématique de la communication intracorporelle, pas simplement intercorporelle. Et je travaille également aussi beaucoup, donc ça m'intéressera aussi de rééchanger avec la personne qui anime notre table ronde, beaucoup dans le domaine de la santé aussi, sur la question de... Donc j'appelle ça la révolte du corps vivant, quand il y a des soucis en termes de faillite du corps, de maladies, et on travaille avec des médecins sur des méthodologies qui visent justement à faire émerger la manière dont des acteurs, des malades parlent de leur corps avec des approches qui ne sont pas en psychologie, mais plutôt en anthropologie. Et entre autres, moi, ce que je développe au niveau méthodologique, c'est vraiment une anthropologie qui est basée sur les récits d'affect, c'est-à-dire de faire, comment dire, échanger des acteurs sur les mots qu'ils mettent sur leur vécu, à la fois corporel et affectif. Alors, donc par rapport aux acquis, alors c'est vrai qu'il y a à peu près une vingtaine, trentaine d'années, la première réflexion, c'était vraiment le corps communicant, il y a un certain nombre d'années, c'était déjà au niveau méthodologique de dire que le corps, ce n'est pas simplement une grammaire, donc, et qu'il y a une autonomie de la communication corporelle au-delà de la communication dite non-verbale. Et donc, je crois que sur ce champ-là, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est de bien mettre en évidence que la communication linguistique ou la communication via le corps surface est une des dimensions de la communication corporelle, mais qui est peut-être à la fois la plus facilement appréhendable parce que la plus visible, le corps surface, le corps en représentation, l'extériorité corporelle, qui a été beaucoup travaillée par la sémiotique et la linguistique. Et ça a été déjà de signifier au niveau théorique que la corporéité ou l'inscription corporelle dans notre relation communicationnelle, elle ne commence pas uniquement par cette dimension d'extériorité, mais qu'il y a toute une partie de la communication corporelle qui est invisible par les yeux ni par les oreilles. Donc c'est vrai que toute une partie de mes travaux, ça a été de révéler ce que j'appelle en fait quelque part l'iceberg invisible de la communication corporelle. Et en particulier, c'est vrai que
mon dernier ouvrage, en fait, qui est paru cette année, alors, c'est vraiment d'essayer de rendre compte à quel point il y a tout un territoire de la communication corporelle qui a été plus ou moins occulté, hein, qui est la communication vibratile et pulsatile, qui ne passe pas nécessairement par le langage, mais qui passe par la capacité du corps à communiquer avec tous les vivants humains et non humains. Et ce type de communication est une communication qui met en dialogue aussi l'intracorporel. Et je trouve que, en tout cas, cette question-là m'intéresse énormément. Tout simplement aussi parce que dans une logique en effet de contrôle des corps, hein, donc ça renvoie un peu à la commande qui m'avait été faite par Sophie, hein, qui renvoie d'ailleurs à d'autres ouvrages que j'avais écrits dans la continuité des travaux de Yves Citon, avec qui on a coopéré à Grenoble, hein, il a été présenté en introduction. C'est évidemment tout ce qui est problématique de ce que la société fait au corps, hein, l'industrie du corps, l'industrie des émotions, les industries culturelles, la marchandisation du corps. Et donc, du coup, par rapport à cette problématique en fait de marchandisation, c'est vrai qu'on a eu toute une des conséquences sociétales de cette dynamique-là, hein, qui a été vraiment régulièrement dénoncée, hein, c'est une surexploitation, entre autres dans lequel le numérique s'inscrit totalement, une surexploitation d'un corps qui est totalement designé, hein, donc designé par la possibilité du numérique, hein, donc toutes le succès des applications numériques sont assez emblématiques de cette dynamique, hein, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. C'est-à-dire que le numérique, hein, dans une continuité classique capitalistique, hein, permet une construction d'une image de soi totalement designée, hein. Alors, il y a énormément d'exemples en fait sur Internet. Je trouve très intéressant qu'en ce début de 21e siècle, il y a des artistes ou des influenceurs qui revendiquent vraiment le total design de soi, hein. Je pense par exemple à Jeffree Star. Et donc, c'est vrai que cette invention corporelle de soi totale par le numérique, la question qui m'intéresse, hein, c'est est-ce que cette dynamique-là, hein, s'inscrit dans une continuité en fait comment dire, de mise sous tutelle du corps par le capitalisme, hein, ou au contraire, est-ce que dans cette dynamique-là, on peut voir une forme d'émancipation, hein, parce que le numérique met en épreuve, met en résonance le corps vivant et donc l'intériorité corporelle. Et c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse énormément, cette explosion du numérique et cette explosion de la possibilité de se projeter d'une manière infinie dans des univers numériques où on a une intensité quand même émotionnelle et corporelle. Cette dynamique-là, est-ce qu'il faut la voir comme étant une dynamique anthropologique qui confirme la domination en fait de la modernité et du capitalisme par rapport à la question du corps, le contrôle du corps, ou au contraire, peut-on voir dans ces dynamiques-là un début d'émancipation, hein, et je crois que c'est un peu l'enjeu des échanges, hein, c'est ce qu'on peut développer aujourd'hui comme dispositif numérique, que ce soit dans le champ artistique ou non artistique. Qu'est-ce que ça me permet comme résonance individuelle par rapport à cette problématique, soit du conformisme, soit de l'émancipation corporelle. Et c'est vrai que à Grenoble, en tout cas dans mes travaux de recherche, pour pouvoir répondre à cette question, hein, aliénation ou émancipation, conformisme ou la possibilité justement
de vivre d'autres territoires qui résonnent par rapport à son intériorité corporelle. Moi, ma proposition, elle est, et ça a d'ailleurs été dit précédemment, de faire vivre des expériences, qui sont basées sur la mise à l'épreuve. Donc, au niveau méthodologique, et là, c'est vraiment ce sur quoi j'insiste dans mon dernier livre, c'est quelles sont les propositions qu'on peut faire en tant que chercheur, en tant que pédagogue, dans la manière de dialoguer ou de construire des dispositifs avec des acteurs non académiques, des soignants, je travaille avec des soignants, j'ai travaillé avec des artistes, et quel type de dispositif il faut inventer, construire, co-designer pour proposer des expériences qui mettent en dialogue ou qui mettent en réflexivité la problématique du ce que la société fait au corps et ce que les individus font avec leur corps. Et je pense que là, pour le coup, on peut, les outils techniques ou les outils technologiques sont des médiations du corps et peuvent nous permettre d'interroger par l'expérience les individus sur où ils en sont de leur propre rapport à leur propre corps, qui est une question en fait qui leur permet de se poser aussi des questions essentielles que qu'est-ce que c'est que mon identité, qu'est-ce que c'est que la culture dans laquelle je suis, quel sens ça a d'être ensemble. Donc c'est des dispositifs en effet qui mettent à l'épreuve les corps, mais cette mise à l'épreuve les corps, c'est pour poser des questions essentielles, des questions même, je dirais, métaphysiques, philosophiques, sur qu'est-ce que c'est que notre culture. Et donc, pour finir, parce que je vois qu'il me reste 1 minute, je voudrais finir sur quelques propositions méthodologiques pour faire en sorte que les dispositifs qu'on co-construit avec des artistes ou avec d'autres types d'acteurs, pour que ces dispositifs mettent en travail, en dialogue et en intériorisation, enfin en capacité à intérioriser et à extérioriser les vécus et la manière dont des dispositifs nous éprouvent charnellement, corporellement. Voilà les propositions que je fais. Déjà, premièrement, vraiment s'appuyer sur le numérique dans sa globalité, parce que le numérique est intéressant, ce qui génère une extériorité et il permet quand même de répondre à un besoin de narration. Et c'est vrai que le numérique comme trace, il y a tout le Quantify Self qui est très très intéressant, permet quand même à des individus, par cette médiation-là, de trouver des formes de narration qui permettent de mettre des mots sur des vécus corporels. Donc ça, c'est la première proposition, de co-construire des dispositifs originaux qui permettent de répondre à ce besoin de narration sur les vécus corporels. Deuxième proposition, c'est continuer à faire un travail de mettre en évidence des mécanismes de la communication corporelle, comment se transmettre les émotions via le numérique et pour quelles raisons une expérience numérique est aussi une expérience corporelle. En 2021, on a encore l'illusion que face à un écran, il n'y a pas d'expérience corporelle affective alors que c'est totalement l'inverse. Et comment on accompagne des étudiants, des doctorants et des acteurs pour comprendre ces mécanismes en fait, de la communication des émotions qui peuvent se passer de la rencontre face à face. Donc je l'ai déjà dit, mais faire des propositions qui sont basées sur l'expérientiel. Donc à Grenoble, moi actuellement, je m'occupe de la Maison de la Création et de l'Innovation, qui est un bâtiment de 7000 m² qui est basé sur le making, sur l'expérientiel, sur la recherche-action, la recherche-expérimentation, monter des dispositifs qui font que les gens s'éprouvent ensemble pour s'engager. Donc, ça me semble important aussi de développer des dispositifs, de les bricoler. On a entendu les doctorants. Le bricolage me semble essentiel. Et la co-construction, le co-design. Et puis également, donc ça a été souligné aussi par la précédente intervention, utiliser le jeu. Le jeu qui est, alors, sans reprendre évidemment
toute la théorie en fait du jeu autour de Kaiwa, hein, mais le jeu est intéressant parce qu'il permet justement de jouer sur les personnages, la théâtralisation. Et il y a des jeux à inventer ou à réinventer, entre autres sur cette question de la manière dont communiquent les vivants avec les autres vivants, humains et non humains. Hein. Donc là, moi j'ai inventé un serious game qui s'appelait Be Human in the Chaos, qui visait à, c'est un jeu qu'on a expérimenté, hein, qui permet de faire prendre conscience en fait à des joueurs de comment se construit la communication entre les humains et via des non-humains qui se jouent sans le besoin de verbe. Hein. Donc on a même développé le concept d'improvisation kinésique, hein, avec on travaille avec des danseurs, donc de s'appuyer sur le jeu, hein, qui est une médiation très, très intéressante, qui permet en particulier de protéger les vulnérabilités. Parce que dès qu'on est sur l'affectivité et sur l'éprouvé, pour éviter de tomber dans un risque de l'intimité, hein, et de protéger la vulnérabilité, les personnages et le jeu, c'est une manière en fait de mettre à distance des situations qui peuvent être trop éprouvantes. Voilà, donc je m'en arrête parce que ça fait déjà 15 minutes. Merci beaucoup. Oh là, Colette, j'entends rien du tout. Colette, votre micro, Colette. Voilà, merci d'avoir tenu le temps, juste un petit peu débordé, mais bon, ça va aller. Et je vous propose de revenir éventuellement sur les dispositifs dans la partie débat. Et je passe la parole à présent à Laurent Chaumet, donc, qui va nous parler de neurosciences affectives et des travaux de Damasio. Laurent Chaumet? Oui. Oui? Voilà. Je partage. Voilà, vous avez un quart d'heure jusqu'à midi à peu près. Midi Voilà. 5. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez un petit peu le partage? Oui. Ok. Bon, alors l'exposé que je vais tenter de faire explore les relations entre le corps, les émotions et leur rôle dans la prise de décision. Et on sait combien les émotions sont scrutées, hein, dans les applications numériques. Alors je précise, je ne suis pas un spécialiste des sciences cognitives, mais cette réflexion vient de ma lecture de 2 livres d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes et le sentiment même de soi, sur les perspectives justement essentielles que les émotions ont sur la conduite de nos vies. Ok. Vous voyez l'image en entier ou elle est coupée? Je ne sais pas. Elle est un tout petit peu coupée. Je pense que c'est bon. Elle est en entier, hein. On voit juste pas le dessus de la tête, enfin la partie haute du crâne. Donc, il faut que je fasse. C'est toujours le problème. Mais on imagine que c'est un bébé, voilà. Peut-être. Ça, comme ça. Son corps s'est étendu dans son cerveau. C'est une citation de la poétesse Dorothy Parker, hein, qu'Antonio Damasio utilise pour résumer une partie de son travail. Car pour ce professeur de neurosciences, neurologie, psychologie et même philosophie qui dirige le Brain and Gravity Institute à l'université de Californie du Sud, à Los Angeles, le corps fournit une référence de base à tous les processus mentaux. Lorsque nous voyons, lorsque nous touchons, nous goûtons, nous sentons, le corps proprement dit, avec son cerveau, participe ensemble à l'interaction avec l'environnement. Mais le corps ne se résume pas à ses 5 sens. Il contient des organes internes, des muscles rattachés à des os, un circuit sanguin, lymphatique, un système immunitaire, hormonal, un système digestif très actif. Bref, une quantité d'éléments qui sont en interaction constante avec le cerveau et qui lui donnent son rôle directeur. Lorsqu'on est témoin d'une situation qui nous impacte, une situation de danger par exemple,
Les muscles se contractent, le rythme cardiaque augmente, le système lymphatique est en alerte. Bon, c'est un peu comme si le corps servait de capteur sensoriel, sorte de caisse de résonance, de radar, qui enverrait au cerveau des informations sur l'environnement pour qu'il prenne des décisions qui lui permettent au corps de vivre mieux. Ce sont des émotions qui se manifestent physiquement et qui vont avoir un rôle essentiel. La représentation mentale que nous avons lorsque cette peur ou les pensées qui y sont associées vont constituer le sentiment. Les émotions précèdent les sentiments. Ce sont des altérations chimiques et organiques. L'émotion est peut-être décomposée comme suit. Dans un premier temps, il y a un déclenchement, puis les effets qui sont corporels ou physiologiques, et puis l'action induite, on se rapproche ou on s'éloigne, puis enfin le ressenti que l'on va mémoriser. Les émotions, le mot émotion vient de motio, de mouvement, et du préfixe et qui vient de. Alors cette étymologie indique très exactement le sens de ce mot. L'émotion est en effet un mouvement interne provoqué par une excitation extérieure. Mais une excitation extérieure à quoi? Eh bien, au corps, justement. Les recherches de Damasio l'ont amené à formuler une série d'hypothèses qui montrent le rôle fondamental du corps dans le raisonnement humain et puis surtout dans la prise de décision. Sa suggestion ne veut pas dire que l'esprit est situé dans le corps, mais que le corps fournit au cerveau un contenu qui fait intégralement partie du fonctionnement mental normal. Nous ne faisons pas de distinction entre ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui se passe dans notre corps. Nous sommes d'une seule pièce, dit Damasio, qu'il nomme le moi. Et ce moi est un état biologique continuellement reconstruit qui n'a rien à voir avec le concept freudien, je précise. Ce moi est représenté sous la forme d'une cartographie mentale qui permet de délimiter son espace, sa frontière avec ce qui n'est pas lui. La peau, c'est la première frontière fondamentale, dans le sens qu'elle fonde même le mental. Elle contient à l'intérieur les éléments nécessaires à la vie, à la reproduction. Le but intrinsèque de tout individu, c'est de se maintenir dans une homéostasie, c'est-à-dire dans un état de stabilité qui permet à la vie de se développer le plus harmonieusement possible. Et pour cela, il est nécessaire que tout ce qui constitue le corps à l'intérieur de cette enveloppe, chaque organe, chaque fonction, chaque cellule, puisse jouer sa partition, puisse interpréter son rôle. Dans cette perspective, le cerveau est le chef d'orchestre, le metteur en scène qui relie les acteurs entre eux, qui en organise les actions. Et puis aussi, c'est le géographe, car c'est lui qui permet de faire naître l'image de ce que Damasio appelle le proto-soi, la conscience de son unicité corporelle, de savoir que l'on est vivant dans notre corps. Cette conscience est une propriété d'ailleurs que nous partageons avec presque toutes les espèces vivantes, du lézard à l'albatros, de l'éléphant au guépard. Tous les mammifères, en tout cas, ont cette même conscience. Ce qui nous fait fuir finalement face au danger, pour protéger notre entité corporelle et ne pas se faire manger. Mais les humains sont des animaux dont le cerveau s'est développé depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et Damasio a formulé, non pas à ce sujet, mais a formulé la théorie des marqueurs somatiques, qui consiste dans la mémorisation inconsciente d'émotions liées à une multitude d'événements qui marquent notre existence. Il se met au centre de la pensée, les images mentales, qui sont les traces des impressions perceptives passées et qui sont inscrites dans le cortex préfrontal et peuvent être réactivées par le cerveau indépendamment de l'environnement perceptif. Par la suite, si une personne se retrouve face à un stimulus similaire, cela réactivera les émotions associées. Ce sont les connexions entre ces représentations qui permettent d'analyser une situation, de prendre des décisions dans le but de survivre, tout simplement. L'idée étant que les émotions sont une méthode de mémorisation très efficace. C'est un stimulus cognitif qui augmente la mémoire de travail, d'autant plus qu'elles permettent de classer les événements en fonction de réactions basiques, voire secondaires, et de les faire traiter très rapidement. Dès qu'il y a une préoccupation importante, les émotions sont particulièrement impliquées. Elles peuvent donc être vues comme des détecteurs d'importance ou des détecteurs de pertinence. C'est grâce à elles, par exemple, qu'on se souvient d'éléments forts comme le 11 septembre, où on se rappelle tous où on était. Voilà.
C'est en fait un activateur d'attention aussi. Alors, comment fonctionnent les marqueurs somatiques? La vie, donc, c'est une succession de choix et de décisions. À chaque événement qui nous arrive, il y a deux cheminements parallèles qui vont influencer nos décisions. La première, c'est la raison qui nous fait analyser les faits, entrevoir, tester les opinions possibles, les options possibles et leurs conséquences. Mais c'est un raisonnement qui est souvent assez long. Et puis, en parallèle, il y a l'émotion qui va compléter l'information via l'activation de la mémoire émotionnelle grâce aux marqueurs somatiques. En bref, face à une situation spécifique, une réaction émotionnelle est déclenchée, elle va puiser dans la bibliothèque des marqueurs somatiques. Cette émotion est générée par une réactivation d'émotions associée au passé, à une situation, une personne même ou un événement qui s'y approche. Cette réaction, du coup, elle est analysée plaisante ou déplaisante, et en fonction, il y a un signal qui est envoyé, qui est favorable, on va adhérer, on va encourager, ou alors défavorable, et là, on va fuir, on va rejeter. Et ce signal influence donc la prise de décision. Les marqueurs somatiques agissent comme un tri accéléré, qui nous permet de faire des choix plus rapidement, qui préservent notre équilibre vital et psychique. Comme ces marqueurs sont en fonction de notre histoire émotionnelle, bien sûr, chacun de nous aura des réactions différentes face à un même risque. Ces émotions participent donc au processus de décision en réduisant la possibilité analysée par la raison. En d'autres termes, elle lui facilite le travail en limitant les choix de ce qui est le plus pertinent. Et parmi les idées avancées par Damasio, une des plus centrales est que le corps est le fondement de l'esprit conscient. Pour que le cerveau devienne conscient, il doit acquérir une propriété nouvelle qui est la subjectivité. Ce qu'il a défini, ce sont des sentiments qui marquent les images dont nous faisons l'expérience objective. Je vous ai dit que les aspects les plus stables du fonctionnement du corps sont représentés dans le cerveau sous la forme de cartes, contribuant ainsi aux images dans l'esprit en fonction de son état objectif. Il y a aussi à tout moment des représentations de l'état de notre corps. Et ces représentations sont là aussi dans le flux de notre esprit. C'est sur ce point que Damasio appuie l'hypothèse selon laquelle ces deux types d'images mentales, le ressenti et le représenté, constituent le proto-soi. Les structures cérébrales du proto-soi qui ne portent pas simplement sur le corps, elles sont littéralement et inextricablement attachées à lui. Damasio distingue trois étapes du soi et de la construction du support biologique qui va former le moi. Le proto-soi, qui détecte et enregistre les changements physiques internes qui affectent l'homéostasie. C'est l'hypothalamus et le tronc cérébral qui travaillent ensemble pour cartographier l'état actuel des interactions du corps avec les stimuli internes et externes qui arrivent. Le soi central, c'est le soi qui émerge lorsque les modifications de l'organisme issu du proto-soi deviennent conscientes ou ressenties. C'est le sentiment qu'il existe en nous à chaque moment d'un film individuel qui nous appartient. La conscience noyau génère un sens momentané de soi en construisant continuellement des images mentales basées sur les informations de l'état corporel du proto-soi. Et puis le soi autobiographique, conscience étendue qui induit le sens de sa propre identité, séparée en tant qu'individu, la mémoire, le rapport au passé, au futur, les interactions qui s'y créent. C'est alors que Damasio fait une hypothèse intéressante, que le cerveau possède un troisième ensemble de structures nerveuses qui n'est ni celui sous-tendant les images des objets, ni celui sous-tendant les images du moi, mais qui représente des connexions réciproques avec les deux, une zone de convergence. Cette tierce partie traiterait d'un troisième type d'image, celle d'un organisme en train de percevoir et de répondre à un objet qui ferait émerger un regard subjectif. Cette représentation constitue une narration non verbale, moment après moment, des événements affectant les protagonistes. Cette narration peut être faite sans utiliser le langage, mais en recourant aux mécanismes élémentaires de représentation du corps dans l'espace et dans le temps. Même les représentations en 3 dimensions se feraient sur la base de l'anatomie et des types de mouvements que nous pouvons faire.
Pour Damasio, l'esprit conscient des êtres humains, armé d'un soi complexe et s'appuyant sur les aptitudes encore plus grandes de mémoire, de raisonnement, de langage, engendre des instruments de la culture. Il ouvre la voie sur de nouveaux modes de comportement au niveau de la société. Les humains sont reliés entre eux, finalement, par leur cerveau. Et la culture passe par la cognition. Alors, les recherches de Damasio se basent sur des cas très concrets de patients dont une partie spécifique du cerveau, le lobe frontal, a été endommagée. C'est cette partie qui traite et gère le fonctionnement des émotions. L'un d'eux, Phineas Cage, je fais partie, toute l'introduction du livre de Damasio, était contremaître dans une mine américaine, et puis un accident lui projeta cette fameuse barre de fer dans le crâne, et quelques heures après son accident, finalement, il paraissait absolument normal. Mais pas exactement. Voilà. Par la modélisation informatique du cerveau de Cage, Damasio explique que c'est la partie ventromédiane, bon ça c'est un peu technique, du cortex préfrontal qui a été détruite. Or, depuis 1848, d'autres patients qui présentaient une lésion semblable avaient été répertoriés. Et Damasio lui-même, en 1985, avait notamment présenté le cas d'un certain Elliot, un trentenaire, qui, après l'ablation d'une tumeur cérébrale, n'avait plus, lui non plus, de cortex préfrontal ventromédian. Comme Cage, Elliot semblait totalement normal, mais était devenu comme indifférent au regard d'autrui, inconstant, imprévoyant, incapable d'effectuer rationnellement des choix simples. Le dénominateur commun de ces symptômes, c'était cette fameuse zone de cerveau qui assure la jonction entre raison et émotion. Essayer de conclure, s'il oui. vous plaît, pour pas déborder. Ils étaient incapables de prendre des décisions bénéfiques et de conduire leur vie de manière stable. Et ils paraissaient normaux, entre guillemets. Ils gardaient des facultés mentales et d'analyse de situation à court terme, mais ils étaient incapables de faire les bons choix pour construire leur vie. Phineas Cage, d'ailleurs, est mort dans la misère. Pour conclure, donc, si nous ne pouvions pas faire appel à cette mémoire intuitive, nous raisonnerions dans le vide en faisant des choix sans anticiper leurs effets éventuellement préjudiciables, sans garde-fou. Pour Damasio, comme Elliot et Cage avaient la capacité de connaître, mais ils étaient incapables de ressentir. Voilà, nos émotions sont donc comme ce qui nous relie les autres à nous. C'est pour ça que parfois, il y a une certaine créativité qui peut laisser apparaître dans le cerveau. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve qu'il complète bien en plus la première, voilà, qui parlait d'intériorité corporelle notamment, qui était tellement riche, mais j'ai retenu notamment la question d'intériorité corporelle. Et là, on vient de voir l'importance de l'émotion dans le raisonnement et dans la conscience de soi, le sentiment d'être soi, avec notamment le cas de Phineas Cage. Je vais laisser la parole à présent à Adrien Péguineau, qui est doctorant. Il va nous parler de quantification et d'évaluation. Voilà, niveau installation. Oui, merci Colette. Je remercie Sophie Géel et Fardine Mortazavi de m'avoir invité à cette table ronde à laquelle je suis très heureux de participer. Est-ce que vous voyez le diaporama à l'écran? Oui, on ne vous voit pas par contre. Ah. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ok, désolé. Voilà, voilà, c'est parfait. Ok, là c'est bon. Okay, voilà, merci. vous avez juste. Ok, donc quand j'ai commencé à utiliser Internet à la fin des années 90, Internet était un lieu où on était anonyme. Et cet anonymat, il était possible parce qu'à cette époque, les utilisateurs et utilisatrices d'Internet n'étaient identifiés que par leur adresse IP, qui pouvait d'ailleurs changer.
c'était les fournisseurs d'accès qui géraient, qui étaient titulaires d'une adresse IP. Et cet anonymat ne garantissait pas uniquement la vie privée, il permettait aussi une certaine égalité, en tout cas en principe, entre les internautes, dans la mesure où cet anonymat abolissait les différences de statut sociaux entre internautes. Depuis notamment l'avènement du web collaboratif au milieu des années 2000, la situation a bien changé. Les plateformes d'Internet aujourd'hui s'accaparent un grand nombre de traces de nos comportements en ligne. Et la collecte de ces traces, leur traitement et leur revente est devenu un véritable business. Le fait de donner sa véritable identité est obligatoire pour pouvoir utiliser certains services, comme par exemple ceux de Facebook, dont vous pouvez voir ici un extrait des conditions générales d'utilisation. La plateforme exige que nous donnions notre vrai nom, que nous fournissions des données qui soient exactes pour garantir aux clients de Facebook, c'est-à-dire aux annonceurs, la qualité et la pertinence des données collectées. Aujourd'hui, les plateformes d'Internet sur lesquelles nous allons, elles pourraient donc savoir que non seulement qu'on est un chien, mais aussi quelle marque de croquettes on aime et à quel moment on pourrait être amené à acheter ces croquettes. C'est ce que Shoshana Zuboff dit dans son livre « L'âge du capitalisme de la surveillance ». Et elle nous explique dans ce livre que nos traces de navigation donc, servent aux industries du numérique pour orienter nos comportements vers les intérêts des clients des industries numériques. Et c'est dans ce contexte que, par leurs œuvres, un certain nombre d'artistes critiquent et déjouent les évolutions récentes du numérique. Et leurs œuvres visent à reprendre en main les technologies numériques, symboliquement ou de manière pratique, et donc face aux stratégies des industries du numérique et aux effets des technologies numériques, les artistes proposent des tactiques, au sens où l'entend Michel de Certeau, et il en existe un grand nombre. On peut par exemple hacker ou déjouer les dispositifs numériques en utilisant par exemple des objets pour leurrer les algorithmes de reconnaissance faciale, comme le fait l'artiste polonaise Ewa Nowak. On peut aussi se réapproprier certains gestes qui ont été brevetés par les GAFAM, ce que fait Julien Prévieux dans sa démarche qu'il appelle le stack activisme. Il existe un grand nombre de tactiques, je n'ai absolument pas le temps de vous les présenter ici de façon exhaustive, mais si la question vous intéresse, je vous invite à lire ce livre qui a été mentionné tout à l'heure d'ailleurs, par Fardine, donc ce livre de Jean-Pierre Fourmentreau, paru aux Presses du Réel, qui présente les travaux d'artistes qui essayent par leurs œuvres donc, de résister à l'emprise des industries du numérique. Je souhaite aujourd'hui vous présenter certaines œuvres de l'artiste Ben Grosser, dont les travaux sur les réseaux sociaux numériques me semblent importants pour réfléchir sur ce que les métriques font à nos corps. Donc, Ben Grosser est un artiste et un programmeur informatique. Il enseigne dans la discipline des nouveaux médias à l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Et ses travaux portent sur les effets culturels, politiques et sociaux des logiciels, et notamment sur le design des applications contemporaines. Il s'inscrit pleinement dans le courant des software studies, et par ses travaux, il cherche à nous faire prendre conscience de la manière dont les réseaux sociaux numériques sont conçus aujourd'hui, et à mettre donc en débat les formes de design contemporaines, mais aussi à ouvrir de nouvelles formes de design possibles. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui très succinctement 3 projets de Ben Grosser dans ma présentation et me focaliser tout particulièrement sur une de ses œuvres qui s'appelle Facebook Demetricator. Mais avant de vous parler de Facebook Demetricator, je vais vous présenter une œuvre qui s'appelle Order of Magnitude, qui est un montage vidéo qui a été réalisé depuis des enregistrements de Mark Zuckerberg. Donc, ce que Ben Grosser a fait, c'est qu'il a collecté un grand nombre d'interviews, de conférences publiques données par Mark Zuckerberg entre 2004 et 2018. Et son but était de suivre en fait, les évolutions du discours du PDG de Facebook et pour mieux comprendre ses intentions. Et donc, je vais vous diffuser un petit extrait de ce que Ben Grosser a retenu de ses discours. Pardon, mais en fait, on n'entend pas. Je pense qu'il faut que vous retiriez votre casque pour qu'on puisse entendre le son de votre ordinateur. Oui, alors, j'avais...
Ok, je m'excuse. Là, ça marche, c'est bon? Oui. Ça marche. Ok, désolé pour le petit contretemps. Many more, 400, 500, 100,000 for 100 or 200. To grow it, and therefore it would grow thousands. I mean, there doesn't necessarily have to be more. Almost a million. More focused on growing really quickly. More than 40%, more than a third of a few thousand more schools, more of a horizontal, that it's more like more, it's a lot more. Works really well at growing millions of more. There's more efficient, and I mean, there's more. Je vais passer assez vite du fait du petit retard. Hop. Voilà, donc ce que Ben Grosser a observé, c'est que les 3 mots ou types de mots qui sont les plus employés par Mark Zuckerberg étaient more, donc plus, grow, la croissance, et des métriques, toute une série de métriques. Il a fait donc une compilation de toutes les occurrences de ces termes, et il pensait au départ réaliser une vidéo de quelques minutes, et il s'avère que le résultat final fait 47 minutes. Et avec cette œuvre, Ben Grosser cherche à rendre visible une idéologie partagée par un certain nombre de dirigeants de la Silicon Valley. Hein. Il nous montre par les propos de Mark Zuckerberg le régime d'accumulation à l'œuvre, hein, un régime dans lequel on veut toujours plus et où on est obsédé par la croissance qui devient une valeur en soi. Et dans les discours de Mark Zuckerberg, les nombres sont utilisés comme un argument quand il évoque l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Facebook notamment. Alors, il ne faudrait pas croire que ce régime d'accumulation, il se résume à la prise en compte d'une réalité économique nécessaire à la survie d'une entreprise comme Facebook. Ce que nous dit Ben Grosser, c'est que l'accumulation est une façon d'être, un type de rapport au monde et à soi. Et c'est ce type particulier de rapport au monde et à soi qui est encodé dans les applications comme Facebook. C'est-à-dire que ce type de valeur en fait, se diffuse par les applications que nous utilisons quotidiennement, qui sont pleines de métriques. Je vais donc justement maintenant vous présenter le plugin Facebook Demetricator de Ben Grosser, qui est un plugin qui a été écrit en JavaScript, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site de l'artiste et installer sur votre navigateur Internet. Donc, Facebook Demetricator est un plugin qui, lorsque vous l'activez, supprime toutes les métriques de Facebook. C'est-à-dire que les chiffres qui indiquent le nombre d'amis, le nombre de likes, le nombre de partages d'une publication, le temps depuis lequel une publication a été envoyée sur la plateforme, tout ça disparaît. Voilà, petite capture d'écran pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, on voit en fait dans la partie supérieure de l'écran l'interface de Facebook en temps normal, et dans la partie inférieure, donc, l'interface de Facebook une fois que le plugin est activé, avec donc les métriques qui ont disparu. C'est un plugin qui joue uniquement sur la présentation des données de Facebook. Hein, voilà. C'est un peu comme si vous aviez un calque supplémentaire qui venait s'ajouter à l'interface habituelle et donc qui supprime les métriques. L'envie de réaliser ce plugin, elle est venue à Ben Grosser depuis ses propres expériences d'utilisation de Facebook. Hein. Il s'est aperçu en utilisant Facebook qu'il portait plus d'importance au nombre de réactions sur les publications qu'à ce qui était dit et aux personnes qui réagissaient. Et il a donc créé ce plugin pour expérimenter l'application sans les métriques et comprendre en quoi donc, ces métriques transforment notre expérience de navigation. Et il a voulu rendre son plugin public pour que les gens puissent eux-mêmes expérimenter ceci et réfléchir sur leurs propres pratiques sur les réseaux sociaux numériques. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec des étudiants et étudiantes de licence 2 de l'UFR Culture et Communication au semestre dernier. Donc nous avons utilisé ce plugin avec le protocole suivant que nous avons mené. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail, ce protocole, mais ce qui me semble important de préciser, c'est que j'en suis venu assez rapidement à donner aux étudiants et étudiantes le plugin à utiliser. J'avais pas, c'était au bout de la 3e séance de cours que je leur en ai parlé. Je n'avais pas donné beaucoup de contenu théorique et je n'ai pas non plus parlé aux étudiants et étudiantes des intentions de Ben Grosser, en fait, lorsqu'il a créé son plugin, contrairement à ce que je viens de faire ici. J'ai fait ceci volontairement, en fait. Je voulais vraiment que les étudiants et étudiantes se concentrent sur leur propre expérience de navigation et que leur réflexion parte de leur expérience, sans porter de jugement positif ou négatif sur leur pratique. Et, je les ai juste laissés, je les ai guidés dans l'installation du plugin et je les ai laissés ensuite, à la fin du cours, pratiquer le plugin, puis je leur ai laissé une semaine et demie à peu près pour qu'ils puissent, ils et elles puissent utiliser et tester ce plugin. Et
je leur ai demandé de réfléchir sur ce que la présence de métriques donc, transforme dans leur expérience de l'application, mais aussi dans la communication avec autrui. Et voici, je vais vous présenter leurs retours qui sont assez hétérogènes. Pour certains et certaines, l'utilisation du plugin a été vécue positivement. Une étudiante dit par exemple que le plugin permet de mieux se concentrer sur le contenu, conformément à ce que souhaitait Ben Grosser. Pour plusieurs étudiants et étudiantes, le plugin accroît leur sentiment de liberté. Il permet d'être moins soumis au regard des autres à propos de ses goûts. Mais ce que j'ai constaté, en fait, c'est que pour une grande majorité des étudiants et étudiantes, l'utilisation de ce plugin elle a été vécue comme quelque chose de contraignant, elle a été vécue plutôt négativement. Et le terme qui est revenu le plus souvent, c'est perturbant. Il y a 5 étudiants et étudiantes qui ont employé ce terme. 2 étudiants ont même dit se sentir perdus avec ce plugin, et une étudiante a eu l'impression d'être lâchée dans le vide. Ce sont les mots qu'elle a employés. Et pourquoi est-ce que ce plugin les a perturbés? Parce que supprimer des métriques, c'est supprimer des repères qui sont utilisés pour s'orienter. Une étudiante dit « on a plus de mal à se repérer ». Autre chose, près du tiers des étudiants et étudiantes trouvent que l'utilisation de ce plugin diminue l'intensité de leur expérience. L'un d'eux dit que tous les contenus paraissent plus plats. Un autre étudiant dit que le plugin rend l'expérience plus fade et plus frustrante. Et l'absence de nombre rend plus passif. Et une étudiante conclut qu'on est fasciné par les chiffres et qu'ils stimulent notre participation. L'impact des métriques dépasse la manière dont les étudiants vivent l'expérience. 3 étudiants et étudiantes ont fait part du fait que les métriques transforment leur goût et même leur perception. Ils et elles disent qu'une publication davantage commentée ou likée va attirer leur attention et être davantage lue. Et 2 étudiantes soulignent que les métriques orientent leur comportement. Elles disent réagir davantage à des contenus auxquels plus de personnes réagissent. On constate donc que ces métriques donnent de la valeur aux publications et elles influencent également notre manière de communiquer. Une étudiante a dit que les métriques se substituaient au langage. On n'a plus besoin de se dire les choses. Grâce aux émoticônes et aux boutons like, on peut exprimer ses idées par un simple clic. Et enfin, les témoignages de plusieurs étudiants et étudiantes montrent que les métriques leur sont importantes pour appartenir à une communauté. Liker ou être liké, c'est se sentir appartenir à un groupe. Et les métriques peuvent créer de la proximité. Une étudiante dit qu'elle se sent proche d'un autre internaute, en fait, parce qu'elle réagit juste 2 minutes après qu'il ait publié quelque chose sur sa page. Et donc, le fait d'être sur la plateforme en même temps que quelqu'un d'autre nous fait nous sentir proches. J'aimerais conclure cette courte intervention par trois choses. Ce qu'on constate, c'est que ce plugin me semble avoir une portée didactique. Il permet de prendre conscience du fait que les nombres sont une information clé sur l'interface de Facebook et des autres réseaux sociaux numériques d'ailleurs. Et on n'a pas toujours conscience de ça, en fait. La présence de ces métriques, elle nous semble aller de soi, et le fait d'utiliser ce plugin nous permet de prendre conscience que non, ça ne va pas de soi, c'est quelque chose qui a été décidé en amont et calculé. L'utilisation de ce plugin nous permet aussi de nous interroger sur les conséquences de l'omniprésence de ces métriques. Il y a une vingtaine d'années, on était incapable de dire combien d'amis nous avions, et encore plus incapable d'estimer le nombre de contacts ou d'amis de nos proches. J'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'il serait... Voilà, ce serait une erreur de conclure que les étudiants et étudiantes ont succombé à la logique des plateformes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Leurs propos, déjà, ne sont pas dénués de critiques à l'encontre des formes de communauté qui se créent sur les réseaux sociaux numériques. Plusieurs ont souligné la compétition à l'œuvre, les inégalités dans la course à la popularité ou au like que les métriques impliquent. Par contre, ce qu'on constate chez un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes, c'est que les métriques leur servent de filtre perceptif pour s'orienter dans la profusion d'informations. Et je pense que c'est un certain type d'attention à soi et autrui qui s'instaure avec les métriques qui sont utilisées par les plateformes de réseaux sociaux numériques actuelles. Et c'est ça qui me semble essentiel à comprendre. Et enfin, ce plugin a un troisième intérêt. Il nous permet de dépasser les constats que nous venons de faire. Ben Grosser nous fait expérimenter un réseau social où les métriques et la quantification ne sont plus omniprésents. 2 remarques cependant. L'expérimentation que nous avons menée nous permet de voir que l'apparition d'un réseau social sans métrique aujourd'hui n'aurait rien d'évident pour certains et certaines utilisateurs et utilisatrices. Et
autre chose, hein, c'est que la quantification, même avec ce plugin, reste présente. Ce sont les métriques qui continuent à déterminer ce qui va s'afficher sur notre fil d'actualité. En fait. Il ne suffit pas de dissimuler les métriques pour les faire disparaître de la conception des interfaces. Facebook, ces dernières années, a été au cœur de nombreux scandales. La plateforme est également accusée de créer de l'anxiété par la compétition qu'elle instaure entre les utilisateurs. Et dans ce contexte, Ben Grosser s'est demandé comment rendre saine l'utilisation de Facebook et il a proposé un autre plugin qui s'appelle SafeBook que je vais vous présenter brièvement pour conclure mon intervention. Donc, voici à quoi ressemble par exemple une page de Facebook avant d'activer le plugin. C'est une page qui est tirée de ma propre expérience de navigation. Et voici à quoi ressemble la même page donc, une fois que le plugin est activé. Donc, voilà, ce que nous dit Ben Grosser, c'est que la seule façon pour Facebook d'être sûr aujourd'hui, c'est de ne rien afficher. Et c'est une manière de nous montrer qu'il ne suffirait pas de masquer quelques métriques pour rendre plus éthiques ces plateformes. Le problème ne tient pas donc à l'affichage de ces métriques, mais aussi au fonctionnement intégral de la plateforme qui repose sur ces métriques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous trois pour vos interventions vraiment de très grande qualité. Et malheureusement, nous sommes contraints par le temps, mais on va pouvoir échanger quelques minutes. Je suis vraiment ravie d'être là parce que moi, ça fait écho à des réflexions qu'on développe en psychologie qui portent sur l'importance du corps vécu, de la place du corps vécu avec une tendance en psychothérapie en ce moment qui se dessine, qui devient de plus en plus prégnante, où il y a un retour à l'expérience corporelle, à la conscientisation de ce qui se passe dans le corps, comme source d'informations importantes sur le plan psychologique. Et je trouve que un peu le fil conducteur que je trouve à travers vos trois interventions, c'est un peu cette dichotomie qui se dessine entre un corps vécu, ressenti, expérimenter une conscience intracorporelle qui peut entrer en opposition avec un corps plutôt envisagé comme étant formaté, évalué, jugé, plutôt tributaire de contingences extracorporelles, contextualisé, éventuellement régi à une forme de désirabilité sociale, avec un risque d'aliénation potentiel qui peut se profiler via le numérique, mais je poserais ça plutôt comme un questionnement plutôt que comme une affirmation, avec des enjeux au niveau de la communication avec autrui qui se posent, qui peuvent être soulevés aussi au passage. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des personnes qui souhaiteraient poser des questions aux intervenants, oui, je veux bien. réagir, Oui. des remarques? Oui, je veux parole. Alors, qui prend la parole? Ah, c'est Oui. Fardine, excuse-moi. Oui. Oui, j'avais deux questions, mais je laisse. J'avais une question d'abord à Madame Juchard. Je voulais donc, si on cherche une réflexivité critique sur les deux volets, c'est-à-dire le pouvoir d'instrumentarien, c'est-à-dire le pouvoir de manipulation, pour connaître ça, et puis sur le deuxième volet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il devient notre corps dans ce corps à corps avec la machine, nos gestes, c'est un peu comme la danse que j'avais extrait des expériences de Crystal Pitt. Est-ce que des expérimentations uniquement virtuelles pourraient apporter, justement dans ce que tu présentais, Colette, une conscientisation corporelle? C'est un questionnement que je fais. Est-ce que purement virtuel, est-ce qu'on pourrait atteindre un niveau de réflexivité? Mais ça rejoint aussi peut-être un questionnement sur ce qu'il disait Adrien. Si les étudiants trouvaient, et Adrien les trouvait qu'ils étaient critiques malgré leur révolte qu'on leur enlève le chiffre, mais est-ce que ces critiques est-ce qu'ils sont intégrés, incorporés ou pas? Puisque moi, quand je travaille avec des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, déjà, ils me font un discours sur les dangers du numérique. Ils connaissent tout.
mais concrètement, ils ne sont pas incarnés. Voilà, je pose cette question à tous les deux. Voilà, sur… Juste un petit partage d'expérience personnelle. Moi, j'ai des étudiants, je donne des cours en ligne à des étudiants qui sont en 5e année de psychologie, donc des futurs psychologues dans quelques mois. Et ils sont tous persuadés que la présence physique, en général, est indispensable, est incontournable pour mener à bien, par exemple, des prises en charge psychologiques. Alors ça, je trouve que c'est un peu un poncif parce qu'en fait, dans les faits, on travaille très bien aussi à distance, hein, donc il n'y a pas nécessairement peut-être un si grand danger que ça de mettre en place des dispositifs de soins à distance. Et puis eux-mêmes, je trouve qu'ils ont des contradictions parce qu'ils n'ont pas toujours la caméra allumée pendant le cours, alors que de leur point de vue, la présence est quand même importante et ils réclament bien souvent un retour au présentiel. Donc je trouve qu'il y a des discours un peu, des contradictions des fois dans les discours, alors ça peut être des étudiants, mais aussi en général, et puis des stéréotypes par rapport à ce qui est important dans la présence. Et j'ai été interpellée par rapport à, par exemple, à l'importance du cadre thérapeutique, comment on peut tenir un cadre thérapeutique si on change d'endroit et si on fait des thérapies à distance. Et je crois que des fois, c'est un peu des faux problèmes, des fois, c'est des vrais problèmes, et des fois, c'est des faux problèmes. Voilà. Merci. Je veux bien intervenir. Oui. Donc, où j'en suis de cette problématique-là. Fabienne, est-ce que tu veux allumer la vidéo et la… Voilà. Et vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on repère bien qui parle. Donc, Fabienne qui parle. OK. Donc, en effet, la question, elle est vraiment importante. Déjà, je pense, moi, ce que j'observe par rapport au niveau aussi pédagogique ou de formation par la recherche, c'est la faiblesse collective de conscience somatique. C'est-à-dire que rien que l'idée que l'émotion, c'est quelque chose qui est une expression du corps, que du coup, une émotion est une expérience corporelle. Rien que ça, en fait, pour faire comprendre et ressentir ça, c'est déjà tout un travail. C'est-à-dire que le degré de conscience collective de ce que c'est qu'une expérience corporelle est assez faible. Donc, on a entendu les travaux d'Damasio. Damasio, ça fait déjà quand même près de 15 ans. L'inscription corporelle de l'esprit, c'est les années 80. Donc, finalement, la transmission du minimum syndical, en fait, sur qu'est-ce que c'est que le corps éprouvé dans la rencontre, il y a énormément déjà de travail. Donc, moi, je sais qu'avec des étudiants, quand je monte des dispositifs pédagogiques, c'est déjà partager un vécu et un langage commun sur comment mettre des mots et des émotions sur le vécu. Adrien, ce qu'il a présenté, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en effet, le Quantify Self et la mise en visibilité par la donnée de ce qui est en train d'être vécu, moi je l'utilise en santé, est très intéressant parce que c'est une manière d'objectiver des choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots. Et en particulier, entre autres, sur la question de faire exprimer le vécu affectif, là aussi, il y a tout un travail. C'est-à-dire, dans la vulcate collective, l'émotion était une problématique intime et psychologique. Donc, du coup, il faut faire tout un travail avec les collectifs pour déjà qu'ils prennent conscience qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont des émotions fruits de projection et qui ne nous appartiennent pas. Donc, déjà, de qualifier, ce que fait très bien aussi Damasio dans ses livres, quand est-ce qu'on est dans une fusion émotionnelle, quand est-ce qu'on est dans de la projection, quand est-ce qu'on est dans du partage d'émotions, la sympathie, l'empathie. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point, au niveau, de la conscience collective, on est dans une sorte de hachis parmentier de conscience. C'est-à-dire que et ensuite de faire prendre conscience aux individus comment telle émotion met en vibration leur intériorité, comment leur corporéité, même en termes de matière corporelle, est engagée dans toute relation avec des vivants humains et non humains. Là aussi, c'est tout un travail, en fait. C'est un travail. Et entre autres, c'est ce que j'ai dit, et Colette l'a bien repris, toute la dialectique entre l'intériorité et l'extériorité, en fait, on en est tout au début. C'est-à-dire, c'est grâce aux écoféministes, quand même, qu'on prend conscience
que la communication corporelle, c'est une expérience qui n'est pas simplement de l'ordre de la subjectivité culturelle. Hein, et du coup, les individus, pour réapprendre l'éducation somatique, ils s'entourent de chiens, d'animaux, parce qu'ils ont plus de communication corporelle avec leurs animaux domestiques qu'avec leurs relations de voisinage. Donc, il y a quand même en fait une pauvreté éducative, donc d'où mon livre, À l'aventure du corps. Moi, c'est quand même un engagement en tant que chercheuse de dire qu'au niveau éducatif, c'est un désert. C'est un désert, tout simplement aussi parce que moi, mes travaux depuis 30 ans, longtemps, on me dit « Ah oui, non, mais Fabienne, ce que tu fais, c'est du développement personnel. » Donc, d'aider des étudiants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent concernant le numérique, c'est assimilé à du développement personnel. Donc, on en est quand même… Il y a vraiment un souci, tout ce qui est compréhension. C'est basique, quoi. Exactement. Donc, je me bats avec mes collègues pour évidemment qu'ils sortir de ces représentations stéréotypées, que travailler sur le corps et les émotions, c'est du développement personnel. Mais là, au niveau institutionnel, c'est quand même pas simple, franchement. Et on touche très vite à des questions de vulnérabilité, ou du moins c'est ressenti comme ça, je vois par les étudiants. Enfin, je prends l'exemple des étudiants, mais je pourrais prendre aussi l'exemple des patients. J'essaie de faire redescendre dans leur corps quand je sens que ça part dans un discours beaucoup trop mental et qui ne va pas leur rendre service parce qu'on va se heurter à des pensées dites dysfonctionnelles et limitantes et ça va tourner en boucle et ça ne va pas les aider à évoluer. Donc, ça m'arrive des fois de proposer par exemple des exercices de pleine conscience corporelle, même à distance ça fonctionne, ça a été l'agréable surprise, avec un sentiment de présence quand même. Mais c'est pas, je me heurte quand même, et bon, je dis je, mais tous les gens qui essaient de développer un peu tout ce qui est de l'ordre de la conscience corporelle et d'inviter les gens à se raccorder à ça, on peut vite se heurter à des résistances mentales, mais qui touchent aussi à des questions de vulnérabilité, quoi. C'est perçu comme quelque chose de potentiellement fragilisant. Oui, non, mais c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, il faut utiliser des dispositifs en fait de médiation. Et d'ailleurs, les applications numériques, en fait, le Quantify, permettent faut mettre en place des techniques qui protègent les vulnérabilités. Et entre autres, alors moi, la difficulté que j'ai rencontrée au niveau pédagogique, c'est la difficulté aujourd'hui de mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, pour qu'il y ait interrogation, il faut à un moment donné mise en difficulté et pouvoir narrer ce qui est mis en difficulté. Et dans nos systèmes institutionnels, la mise à l'épreuve n'est plus possible. Donc, on est un peu sur le fil, ce qu'il faut mettre en place des dispositifs éducatifs qui amènent de la distance pour protéger les vulnérabilités. Il faut mettre en place des dispositifs qui permettent de la réflexivité et en même temps un minimum de mise à l'épreuve pour qu'il y ait un travail quand même qui se mette en œuvre. Il faut qu'il y ait de l'émotion vécue. Mais ce n'est pas simple. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des ratés, d'étudiants qui se font mal. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, il y a aussi ce que les étudiants ou les acteurs attendent de la posture universitaire aussi. Oui. Aussi, ça change un peu la représentation de l'enseignant qui est en train de dispenser un savoir et avec des étudiants qui cherchent à contrôler un savoir et d'avoir une maîtrise sur ce qu'ils vont faire plus tard. Et si on se tourne vers l'expérientiel, ça peut être un peu déroutant, quoi. Exactement, tout à fait. Donc les cadres structurants de l'université et les attentes en fait des étudiants et justement éventuellement les difficultés à aller sur ce genre de terrain demandent d'être assez vigilants sur les dispositifs pédagogiques qu'on met en œuvre. Et là, pour le coup, en effet, tous les outils de quantification qui permettent justement d'expliciter tout en protégeant ce qui est en train d'être vécu via du jeu, des personas, sont intéressants, en effet. Sinon, je me demandais qu'est-ce que vous entendez par communication vibratoire et pulsative? Alors, et ce que ça donne dans le cadre du soin. Voilà, j'ai cru comprendre que vous menez des recherches avec des soignants. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la communication en fait corporelle a été pendant un certain nombre d'années dominée par la linguistique, donc tout ce qui analyse
de la gestualité, des mimiques faciales, le corps normé, le corps genré, les assignations, le corps instrumenté, technicisé, l'extériorité. Et on a oublié en fait tout un pan alors de la communication qui fonctionne par la transmission en fait de vibrations. Et là, on retrouve en fait ce mode de communication intercorporelle avec les vivants non humains, qui est qu'il y a toute une partie de la communication, entre autres sur tout ce qui est communication des émotions, qui procède par transmission de perception de vibration. Donc là, les travaux en psychologie, le pionnier avec lequel j'ai travaillé quand j'étais en thèse, c'était Jacques Cosnier à Lyon, hein, sur la psychologie des émotions. Lui, il parle du concept d'échoïsation, hein, qui est que la chair vibrante, la chair émue, est immédiatement perçue par d'autres chairs émues, d'où le fait que par le numérique, on transmet des émotions. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des êtres vibratoires et il y a toute une partie de la communication corporelle qui se joue par la transmission de ces vibrations. Et les émotions sont des vibrations. Et donc, la manière aussi où on peut ainsi comprendre comment l'intériorité communique avec l'extériorité. C'est-à-dire on comprend les émotions d'autrui par la captation corporelle directe, somatique, hein, donc Damasio l'a bien précisé, de cette vibration en fait. Hein. C'est le mode de communication des émotions et c'est le mode de communication entre autres entre mammifères. Hein, donc c'est vrai que nous, on a cette conscience subjective, cette conscience langagière, hein, qui amène une complexité, surtout qu'on est toujours sur plusieurs niveaux à la fois. Mais entre autres, la contagion affective procède par mimisme immédiat. C'est tous les travaux en psychologie des foules, les lois d'imitation, la contagion des émotions, bien connu, voilà exactement. Et là, tout simplement, qui procède par transmission immédiate en fait de cette vibration. Et c'est un pouvoir de contagion qui est excessivement puissant. D'accord. Ok. Et c'est vrai que comment dire, tout ce travail qui permet aux individus de prendre conscience si une vibration, une émotion vient de leur intériorité ou au contraire de la projection dans une situation du groupe, hein, de donner des mots sur les vécus qui passent aussi par une capacité aussi aux acteurs à observer comment en eux ça résonne. Donc toute la difficulté évidemment aussi de ne pas tomber dans des techniques qui sont dangereuses. Hein. J'ai tout un chapitre dans mon dernier ouvrage sur les gourous du corps, hein, parce que c'est vrai que toutes les techniques et les pratiques en fait qui viennent de mouvements alternatifs sont à prendre avec précaution. Hein. C'est pas évident en fait de poser des éléments qui cadrent, hein, au niveau éducatif et scientifiquement, qui mettent des bases à la réflexion. Parce que moi, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée qu'il faut faire des ateliers de pleine conscience à l'université. On n'a pas besoin d'aller si loin, on a les outils scientifiques et des techniques du corps qui sont proches de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher en fait des techniques asiatiques en fait de méditation pour comprendre comment en fait la communication s'ancre dans une intériorité en fait. Hein. C'est même pathétique, je trouve qu'on ait besoin d'aller chercher une sorte d'ésotérisme asiatique pour retrouver des techniques en fait dans nos systèmes institutionnels. Alors, ce sont des approches laïques. Hein. Je vais laisser la parole à Alexandra Summers, qui avait demandé la parole, et ensuite à Sophie GL, je crois, qui souhaite aussi prendre la parole. Merci. Alexandra ? Oui, je suis là. Merci pour ces 3 communications qui étaient vraiment passionnantes. Je vais me concentrer sur la dernière cette fois-ci, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les 3. Mais en fait, voilà, d'abord pour souligner que voilà, je trouve évidemment le travail de Ben Grosser très intéressant, et pas seulement l'œuvre du Facebook de Metricator, mais aussi la première Order of Magnitude, parce qu'en fait, c'est une œuvre qui touche à une question qui me travaille beaucoup en tant que chercheuse, et qui consiste à sonder en fait la vision du monde que ces plateformes incarnent
hein. Et en fait, une fois qu'on a dit qu'elles sont marchandes, que voilà, c'est des incarnations du capitalisme, comment aller plus loin que ça, hein? Parce que je sens en tant que chercheuse, en tant qu'individu, en tant qu'utilisatrice aussi, qu'il y a plus à sonder, et je trouve que cette œuvre nous permet de le faire d'une façon sensible. Donc, ça me touche beaucoup. Maintenant, concernant la deuxième œuvre, hein, donc sur la quantification, en fait, je trouve l'expérimentation pédagogique que tu as proposée, Adrien, vraiment très intéressante. Et en même temps, je vais presque faire un peu l'avocate du diable, mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que dans un cadre d'expérimentation universitaire, les étudiants vont se sentir autorisés à aller vers des aspects différents qu'ils vivent au quotidien de cette quantification. Alors, je m'explique. Hein. En fait, ces œuvres, ce n'est pas la plus virulente hein, de NetArt, mais ces œuvres ont parfois un peu tendance à vouloir confronter l'utilisateur à ses propres pratiques et à induire chez lui une réflexivité sur ses propres pratiques, et tout ça est extrêmement louable, mais en même temps, d'une part, le vrai ennemi n'est peut-être pas l'utilisateur, donc ça c'est la première chose. Je parle de ça parce que dans l'ouvrage de Jean-Paul Fourmentreau, il y a un certain nombre d'exemples d'art numérique qui sont, je dirais, presque dans une démarche agressive vis-à-vis de l'utilisateur, voilà, pour à tout prix susciter cette prise de conscience, vous voyez ce que je veux dire, par du hacking, du piratage même des ordinateurs personnels, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, donc je reviens à ma question, qu'est-ce que les étudiants se sentent autorisés à verbaliser dans le cadre universitaire? Ce que j'expérimente moi-même, c'est que les étudiants, ils pensent qu'on attend d'eux une position, on va dire, critique envers la quantification. Ce que dans ce cadre, ils osent peut-être parfois même plus dire, parce qu'ils pensent qu'on n'attend pas ça d'eux, c'est que cette quantification, enfin les réactions sur les réseaux sociaux peuvent aussi avoir, malgré tout, et malgré tout ce qu'on a dit, des fonctions de soutien. Une étudiante l'a un peu exprimé en disant, voilà, il y a un effet groupe, un effet communauté. Mais en fait, ce n'est pas seulement des communautés de goût et de préférence. Il y a ça, évidemment, sur les plateformes. Mais il y a aussi des communautés de soutien, où en fait, ce like qui va être posé sur un post peut jouer une fonction de soutien collectif. Je vais vous donner un très bref exemple et puis je vais m'arrêter. En fait, j'ai découvert, un peu à hasard de mes navigations sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de soutien, on va dire, ou d'échange entre enseignants du primaire. Et en fait, j'étais étonnée par, ça se passe pourtant sur les réseaux sociaux industriels, hein, où en fait, vraiment, des dizaines, parfois des centaines d'enseignants s'apportent au quotidien du soin, de l'aide et oui, de l'encouragement. Et dans ce cadre-là, dans ces espaces, je dirais presque du care, hein, s'échangent donc des supports de cours, mais aussi des messages de soutien lorsque quelqu'un est en souffrance. Et ça arrive évidemment, notamment en ce moment, assez massivement à l'école. Donc voilà, des conseils, mais aussi juste parfois le like pour dire, voilà, je suis solidaire avec toi, dans une solidarité qui n'est pas amicale, mais professionnelle. Et je voulais quand même aussi, voilà, en contrepoids peut-être
apporter ce petit témoignage. Merci. Réagir. Après, mon intention n'était absolument pas de dénigrer les communautés qui se créent en ligne, mais de comprendre des phénomènes. Et j'ai vraiment fait très attention justement à ne pas donner mon point de vue. J'ai précisé plusieurs fois aux étudiants et étudiantes de ne pas hésiter à dire que si elles trouvaient que c'était une bonne chose d'utiliser ces plateformes ou si ces métriques étaient une bonne chose, de ne pas hésiter à le dire, que l'essentiel, c'était pour moi de conscientiser sa pratique et pas d'arriver à être critique. Enfin voilà, l'objectif, c'est de conscientiser nos pratiques dans le cadre pédagogique que j'ai donné et non pas d'arriver à la posture du prof gourou, qui est quelque chose que je conteste. Je préfère effectivement une approche où je laisse une grande part à l'expérimentation. Pour rebondir sur ce qu'a dit Ferdinand, justement, je pense que l'expérimentation, c'est quelque chose qui permet d'apprendre. Ferdinand, tu demandais est-ce que les étudiantes sont conscients ou non des dangers du numérique. Moi, je dirais oui et non. Il y a une conscience vague, en fait. Oui, ils savent, ils et elles savent qu'il y a une collecte des données. Voilà, tout le monde sait ces choses-là aujourd'hui. Par contre, ce que les étudiants et étudiantes ne savent pas, c'est de l'ampleur de cette collecte et à quel point ça peut impacter, à quel point ça peut avoir des impacts dans leur vie quotidienne. D'où l'importance, justement, de leur faire expérimenter quelque chose pour leur permettre de s'approprier des savoirs. C'est quelque chose qui me semble aussi important. Et donc, quand on montre, par exemple, aux étudiants et étudiantes ce qui se passe quand on utilise un petit plugin qui permet de voir toutes les... quand on navigue sur un site, quels autres sites sont prévenus de notre navigation et qu'on fait ça, qu'on leur montre une petite expérience, voilà, là, ça donne quelque chose de très concret. Et ils et elles peuvent s'apercevoir de ce qui se passe réellement, alors que quand on dit simplement « Ah, bah, les GAFAM collectent des données », ça reste quelque chose d'abstrait qui n'a pas d'impact sur leur vie quotidienne. Alors après, je ne dis pas non plus que toute expérience doit avoir un impact sur la vie quotidienne, mais ça donne en tout cas une certaine réalité. Je pense que l'expérience me semble avoir une vertu pédagogique importante. Colette, si je peux juste oui, voilà, faire un petit commentaire. On va essayer de ne pas non plus trop durer pour que chacun voilà, qu'on puisse reprendre tout à l'heure à 14 h, c'est important. Moi, ce que je voulais dire, c'était un petit commentaire par rapport à l'intervention de Fabienne Martin-Juchat, mais en même temps, qui a un lien avec les deux autres. Enfin, cette table ronde était vraiment extrêmement cohérente, en fait. Hein. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressée, Fabienne, dans votre intervention, c'est l'idée que ce que vous avez creusé, c'est l'idée d'une partie invisible, hein, de l'iceberg, avez-vous dit, l'iceberg invisible de la communication corporelle, hein, en lien avec le numérique. Et moi, ça fait écho beaucoup à mes recherches parce que ce sur quoi j'ai travaillé, ce n'est pas sur la communication corporelle, mais c'est sur les émotions qui ne sont pas publiées sur les plateformes numériques. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel des machines, avec leurs algorithmes, mais aussi avec tout le marketing, donc effectivement avec un certain nombre de valeurs qu'il nous faut explorer, comme le numérique, hein, qui fait partie, enfin, la métrique, hein, comme le disait, l'a montré Adrien, comment la métrique suscite des émotions fortes, hein, qui permettent la mémorisation, etc. Donc, on fait le lien avec ce que Laurent a rappelé par rapport aux découvertes de Damasio. Ce sur quoi moi j'ai travaillé, c'est sur le fait que ces émotions qui sont instrumentalisées parfois d'une façon très violente sur les plateformes numériques, du fait de ce qui circule, des messages, etc., ça peut donner lieu à à une difficulté aussi de prise de décision, c'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi ce que dit Damasio, à mon avis, pas seulement comme le fait que les émotions participent à la décision, mais que parfois une surexcitation des émotions ou peut troubler et faire perdre le sentiment de soi, justement, hein, ce qui me semble être une des difficultés de l'information sur certaines plateformes numériques. Et l'iceberg, pour moi, enfin celui sur lequel j'ai travaillé, c'est justement tout ce travail intérieur. Alors moi, je me suis appuyée sur la notion de travail émotionnel, hein, et donc, tout cet interstice, cet iceberg qui est intérieur aussi, hein, qui est celui des émotions et des réflexions qui sont suscitées par ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux,
de l'état. Et un des intérêts très forts que je peux avoir du côté justement des arts de la scène, c'est le fait que le théâtre va pouvoir nous éclairer, hein, sur cette intériorité, puisque c'est quand même un des enjeux du théâtre, c'est de jouer nos émotions, de jouer nos intériorités, leur donner une figuration. Oui, Sophie, bah, écoutez, vraiment merci. Enfin, je suis totalement ravie de votre intervention et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai travaillé avec des artistes justement pour trouver des nouveaux langages, pour pouvoir révéler des choses qui sont indicibles, voire même qui sont interdites. Hein. C'est-à-dire que toute cette question, en fait, de la manière dont comment dire, infobésité émotionnelle et sensorielle, parce que finalement, face au numérique, on est dans une sorte de saturation émotionnelle et sensorielle, même si c'est uniquement visuel et audiovisuel, mais c'est quand même une violence corporelle, en fait. Hein. Et donc, du coup, comment mettre des mots et comment retrouver des langages pour justement réinterroger ces intériorités, hein, sans nécessairement que ce soit justement agressant aussi, hein, d'où l'intérêt de travailler avec des artistes pour mettre des mots et trouver des langages en fait de mise en visibilité de cet iceberg. Juste pour témoigner, moi j'étais surprise en fait de voir que depuis le confinement, là, le premier confinement, j'ai été beaucoup interviewée. J'ai fait beaucoup d'interviews presse. Et en échangeant avec des journalistes, j'ai pris conscience à quel point, en fait, ce modèle de la cybernétique, hein, c'est-à-dire du corps de l'individu, ce modèle de l'être humain dont le corps est totalement tourné vers l'extériorité de soi, hein, c'est tout le modèle de Omer Wiener, un être sans intériorité, totalement embarqué dans la société de l'information et de la communication, au service de la performance, de l'industrie, de la captation, de l'échange. Finalement, avait fait oublier cette poétique de l'intériorité, tout simplement parce que nos rythmiques en fait, professionnelles ne laissent plus de temps à cette introspection, hein, de comment ça résonne aussi dans mon intériorité, et la pauvreté aussi des propositions pour justement partager hein, de ce vécu-là, de cette partie invisible de l'iceberg. Et je crois d'ailleurs que le rôle des artistes, justement, c'est de mettre en place des dispositifs, des langages qui donnent la possibilité, en fait, à certains de se reconnecter, en fait, à cette partie de l'intime. Et c'est vrai que dans mon dernier ouvrage sur l'aventure du corps, je pars aussi, même c'est un point de vue politique, je me dis qu'au XXIe siècle, dans une société comme la nôtre qui se dit émancipée, de ne plus donner la possibilité aux individus d'interroger cette intériorité de notre propre matière, c'est comme si on nous interdisait d'accéder à toute une partie de nous-mêmes, en fait. Et autant c'était valable dans une continuité des monothéismes, où on était donc dressé à des fins de productivité, mais dans une société comme la nôtre, ça me semble difficile, en fait, aujourd'hui, de s'en arrêter là. Et c'est vrai que l'expérience du confinement et du tout numérique a, sans que ce soit décidé, évidemment, amener les individus à devoir se reposer cette question de leur intériorité. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment le confinement a été vécu pour certains comme étant libératoire, parce qu'enfin, la possibilité d'avoir du temps, de pouvoir revivre des rythmiques personnelles qui ne sont plus soumis à des rythmiques externes imposées par, entre guillemets, le capitalisme. Et c'est vrai que là, on voit bien que on manque d'outils hein, pour faire, comment dire, pour mettre en langage et en commun autour de ces dialogues entre l'intime et l'extime. Donc, merci beaucoup, Sophie.